Est-ce que c'est un mot à la con, polémiste? Non, moi c'est un mot qui me plaît. J'espère que ça n'est pas mon métier, mais ça le serait que je ne me formaliserai pas et que je ne serais pas triste d'exercer le métier de polémiste. Je pense que les polémistes remuent la plume dans la plaie, eux aussi, et que donc ils sont utiles au débat démocratique. Bonsoir Charles Consigny. Bonsoir, Thibaut, enchanté, merci de passer la soirée avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Bon, polémiste d'accord, mais pénaliste, c'est un mot comment ça? Pénaliste, c'est encore un autre mot. Moi, je préfère simplement dire avocat. Ah bon, pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu réducteur simplement de dire pénaliste. On est avocat, d'abord. Tous les avocats, y compris les avocats qui ne sont pas pénalistes, sont des avocats à part entière. Moi, je connais des avocats d'affaires extraordinaires, des avocats qui font du droit de la famille, qui sont extraordinaires, des avocats en droit de la concurrence, qui sont des très très bons et grands avocats. Et ensuite... Faites pas un peu de langue de bois, parce que j'ai lu que vous trouviez que les pénalistes étaient quand même la crème de la crème. Je pense, oui. En fait, ce que j'écris dans mon livre, c'est que à mon sens, le plus grand avocat pénaliste d'un moment, et je dis que je ne me fais pas que des amis en disant ça, c'est le plus grand avocat tout court, parce que effectivement, pour moi, l'essence du métier est quand même là. Mais là où je dis que c'est réducteur, c'est que quand on est avocat pénaliste, en fait, souvent, on déborde sur beaucoup d'autres matières, on fait beaucoup plus de choses que la seule défense pénale, même si effectivement je considère, au risque de me faire des ennemis, que la défense pénale demeure, à mon sens, la fonction suprême de l'avocat. Voilà. Et donc, pénaliste est un mot qui me va, mais qui ne suffit pas à l'avocat. Vous savez, Voltaire disait que c'est le plus bel état du monde, être avocat. C'est pas seulement un métier, c'est un état. On est avocat jusqu'au bout de ses ongles. Derrière cette porte entrouverte, il y a votre bureau. C'est souvent un endroit intime, le bureau. Est-ce que c'est le cas ici ou pas? Je pourrais vous le montrer. Moi, j'ai un bureau très simple. Vous n'avez pas des photos de famille, des choses comme ça, des petits gadgets qui vous représentent? J'ai un bureau extrêmement simple dans lequel je fais face à l'une de mes collaboratrices. C'est un bureau d'une banalité totale. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Donc moi, j'aime beaucoup ce bureau très banal. Et ce quartier aussi où nous nous trouvons, qu'on va arpenter tout à l'heure si la pluie nous laisse un petit peu de marge de manœuvre, de l'avenue Victor Hugo, qui est d'abord l'avenue qui porte le nom de qui vous savez, ça compte, d'un des plus grands écrivains du monde, et qui est par ailleurs une éminente adresse de très grands cabinets d'avocats. Et c'est pour ça que moi, ça me plaisait aussi d'être avenue Victor Hugo. Et enfin, d'être aussi dans ce 16e arrondissement honni de toute la gauche parisienne. Et ça me plaît aussi d'être dans ce bastion de résistance à Anne Hidalgo. Donc tout ça compose un lieu dans lequel je me sens totalement serein. Vous venez de faire un bingo, là. Et apte à travailler. Vous avez coché toutes les cases. C'est un métier, 15 ans de métier. Avocat. Comment on peut défendre quelqu'un qu'on sait coupable? Ça, c'est marrant parce que c'est la grande question. Mais elle est facile, mais elle est fascinante. Elle est très amusante, cette question, parce que la réponse souvent de l'avocat déconcerte. Nous, on ne se pose pas complètement la question de savoir si la personne est coupable ou pas. La seule réelle hypothèse dans laquelle on va se poser cette question, c'est si le dossier est trop accablant et qu'on entrevoit une possibilité de mieux défendre en reconnaissant les faits. Si quelqu'un a intérêt à reconnaître les faits parce que le dossier est tel qu'en fait la seule chose à faire c'est de reconnaître, là on peut pousser un client dans ses retranchements en lui disant écoutez, si vraiment vous avez fait ce pourquoi vous êtes accusé, ce que je vous conseille à ce stade c'est de reconnaître les faits. Mais souvent les clients ne nous disent pas s'ils sont coupables ou pas. Ils ne disent pas. Non. Et vous posez la question? Non, ça ne nous intéresse pas. Moi je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas. Y compris dans les affaires les plus graves, je ne cherche pas à savoir si quelqu'un est coupable ou pas. J'ai
un dossier. Oui, mais là, c'est l'avocat qui parle, mais l'homme, il a envie de savoir. Non, mais même pas. l'homme, non, parce que avocat, c'est un état. Donc, il n'y a pas d'homme derrière l'avocat, il y a l'avocat tout court. Ouais. Et l'avocat tout court, il défend quelqu'un qui, en général, est dans une merde noire, parce que quand on est mis en cause dans une affaire pénale, on a quand même intérêt à s'accrocher pour se défendre. Et il se demande comment il va, du mieux possible, essayer de le sortir de cette situation. D'accord, alors je vais plus loin. Si vous arrivez à faire blanchir un de vos clients, et qu'il est peut-être coupable, là, est-ce qu'il y a une culpabilité ou toujours pas? J'ai fait mon métier d'avocat et j'y pense pas. Là où il y aura quelque chose, imaginons, c'est si vous obtenez la remise en liberté d'un client qui s'avère en réalité particulièrement dangereux, qui recommettrait derrière des exactions terribles, etc. Mais ça n'est pas votre rôle. Ça, vous pouvez quand même vous en décharger sur le dos du parquet et du juge. Vous, votre rôle, il est de défendre la personne mise en cause par le juge pénal. Est-ce que majoritairement, la majorité du temps, l'avocat, il accompagne la chute? Il accompagne la défaite. Alors et ça, il c'est perd, ce que finalement. j'avais dit un peu méchamment à Valérie Pécresse, qui m'avait remercié de mon soutien pendant la campagne présidentielle. Donc Là, je déborde sur la politique. Oui, on y viendra, Je déborde sur la politique. Elle m'avait remercié de mon soutien. Je lui avais dit, vous savez, les avocats sont les compagnons des chutes, donc c'était tout naturel pour moi. Ça dépend. Ils peuvent être les compagnons des chutes, effectivement, mais ceux qui parviennent à faire leur métier correctement peuvent être des parachutes. Et donc, parfois, on accompagne effectivement quelque chose, mais on arrive à sauver in extremis les personnes avant qu'elles choient au sol. Donc voilà. Les avocats d'affaires peuvent être les compagnons des chutes comme des ascensions. Quand on fait du pénal, c'est souvent plus la chute que l'ascension, effectivement. On y va? On y va. Je vais regarder s'il reste des gens dans ce bureau pour savoir si je dois le fermer ou pas. Non, vous voyez, c'est un cabinet qui est aux 35 heures. Donc on va devoir nous-mêmes, je vérifie parce que je vais enfermer personne, mais voilà. C'est un cabinet de gauche, tout le monde est déjà parti. C'est vrai qu'il est que 21h. Donc je vais moi-même éteindre, mais c'est un scandale. Demain, je réunirai ce cabinet et je leur dirai, nous ne sommes pas au taquet, à 21h, tout le monde était déjà parti. Vous voyez, il faut tout faire soi-même. C'est toujours les gens de droite qui travaillent le plus. Vous êtes complètement obsédé par ça. Hein. Alors, qui sont vos modèles, ceux que vous avez vus? Alors, j'ai eu la chance de voir plaider de nombreuses fois maître Hervé Temim, chez qui j'ai travaillé, qui est malheureusement mort récemment, qui était un avocat absolument exceptionnel, qui avait un talent et une humanité incroyables. Et donc lui, c'était pour moi un très fort modèle d'avocat. Et en plus, il a été aussi un conseil, un accompagnateur pour moi dans ce métier et aussi dans les autres activités que j'ai pu avoir. Il a été formidable. Il était, pardon, à l'audience spectaculaire. Il était à l'audience, oui. Je vous ai parlé de Riyad ou pas encore? Parce que voilà, Riyad vient de prendre le premier mur de la soirée. Non, dans son genre, il était spectaculaire parce que il plaidait comme personne, d'une manière très simple, sans effet, sans aller chercher des citations, sans travailler sa voix, sans en faire des tonnes. Et de cette manière très simple, souvent, dès la première phrase qu'il prononçait, qui était très simple, il disait la chose qui suscitait l'émotion de tout le monde. On était souvent saisi dès la première phrase par ce qu'il disait. Et ensuite, ses démonstrations, elles étaient limpides, implacables, il mentait pas. Il défendait le client avec tous les arguments qu'il pouvait avoir, mais il le faisait de manière joyeuse, sympathique, très ferme en même temps sur le fond. Il avait une intelligence mathématique forte, il adorait les chiffres, il démontrait d'une manière très précise et il obtenait des résultats incroyables et il n'y a qu'à ça qu'on juge un avocat. Je suis pas sûr que la pluie nous laisse arpenter les rues. Je crains qu'on soit obligé de prendre la voiture. Cette célèbre émission qui normalement se fait en marchant, nous allons la faire en voiture. Je crois que c'est la pire météo qu'on ait eue dans un Figaro la nuit. Riyad,
Ouais, confirme. On sort par ici? On sort par là, ouais. Vous êtes de Paris? Ouais, je suis né à Paris, absolument. Je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. Je suis un pur Parisien. Et vous l'aimez cette ville? Oui, même si, je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'elle a été détruite par Madame Hidalgo, en tout cas pour partie. Et je le pense vraiment, ça n'est pas de ma part une posture. Je pense que ce qui faisait le charme de Paris, à savoir la possibilité d'y travailler facilement, d'y vivre, de s'y balader, de changer d'arrondissement pour aller déjeuner ou dîner, a été très 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 abîmé par Madame Hidalgo, et donc je pense que c'était une... C'est pas un peu facile? Non, non, c'est pas facile. Mais non, d'ailleurs, quand on dit ça, tout le monde répond ça. Vous êtes tous pro Hidalgo. Moi, je vous dis que j'ai connu... Quoi qu'il arrive, l'avocat du diable ce soir. Moi, je vais vous dire que j'ai connu un Paris beaucoup plus vivant, beaucoup plus libre et beaucoup plus agréable à vivre que ce que c'est devenu sous son règne. Mais vous avez des mots, vous dites que c'est criminel. Oui, mais bien sûr, je pense que c'est criminel. Je pense que ce qu'elle a fait est criminel, et j'espère que... Et vous qui êtes un avocat, vous pouvez pas dire que c'est criminel. Si, je pense qu'elle a profondément attaquer la liberté des Parisiens, et je pense qu'une ville dans laquelle vous ne pouvez plus circuler est une ville qui peu à peu meurt, et donc je pense qu'on va devenir, ce qui est en réalité son projet, une ville pour jeunes bobos et pour touristes. Mais ce qui faisait la vitalité de Paris, la complexité, ce qui donnait à Paris un charme particulier, ça je pense qu'elle l'a détruit. Vraiment. Je pense que par exemple le fait qu'on ne puisse pas passer elle a théorisé cette histoire de ville du quart d'heure où on est censé avoir tout un quart d'heure de chez soi, etc. Et donc je pense que par exemple le fait qu'on ne puisse plus vraiment aller dîner à 3 arrondissements de celui où on travaille ou de celui où on habite, je pense que ça casse complètement le charme. Moi, il y a plein d'arrondissements de Paris dans lesquels je ne vais plus parce que c'est trop compliqué. Un jour de pluie comme celui-là, armez-vous de patience pour oui, bon, il y avait plein d'arrondissements où vous n'alliez pas avant Anne Hidalgo. Non, détrompez-vous, je me baladais beaucoup dans Paris avant Anne Hidalgo. Bon, ça y est, vous avez dit tout le mal que vous pensez d'Anne Hidalgo. Il y a toujours 3 minutes dans cette émission qui lui sont consacrées. Très peu sont ceux qui, en effet, ont eu un propos contraire au vôtre. Ils ont raison. Si elle était jugée par un tribunal et que j'étais dans le jury, je voterais les pires sanctions contre elle. Le drugstore Publicis, pourquoi vous voulez venir ici? Alors, je vous ai amené au drugstore Publicis. Je suis très étonné. Est-ce qu'on rentre peut-être Alors, on va rentrer parce qu'on est sous la flotte, donc on sera quand même mieux. Je vous ai amené au drugstore Publicis. C'est un endroit qui est... Là, on a fait le trajet en voiture parce qu'il pleut, mais sinon, c'est à 5 minutes à pied de mon bureau. On l'a vu, leur voiture, voilà. C'était... Et donc, moi, je peux passer ici facilement, et j'aime beaucoup cet endroit parce que d'abord, ça ouvre très tard, jusqu'à 2 h du matin. Et donc, je trouve que dans notre pays dévoré par les 35 heures, ça fait du bien d'avoir un endroit qui ouvre tard. Si vous voulez, c'est un peu d'États-Unis en France, le drugstore. Il y a un nom déjà. Ouais, exactement. C'est un peu d'Amérique à Paris. Donc voilà, là, on a la librairie La Presse, y compris la presse étrangère. Là, vous avez un restaurant-bar. Alors ils seront peut-être pas très contents que je dise ça, mais le restaurant, honnêtement, faut changer toute la carte parce que c'est totalement immangeable, mais voilà, ils le sauront maintenant. Ici vous avez des petits cadeaux, des petits machins que vous pouvez acheter. Ici vous avez une pharmacie qui est donc ouverte très tard, très sympa, avec un pharmacien très marrant, toujours bronzé comme s'il revenait des Bahamas, et qui connaît, c'est pas lui en l'occurrence, et qui connaît tous ses produits par cœur. Quoi que vous achetiez, il vous explique les dernières innovations, les derniers machins, etc. Le Publicis Drugstore, je trouve que c'est un endroit unique dans Paris. Qui aimait tant la France, vous le répétez souvent, vous adorez les États-Unis aussi. Oui, c'est vrai que j'ai puérilement une tendresse pour les États-Unis, comme
On est par ailleurs, j'ai oublié de dire, Publicis Drugstore, on est dans l'immeuble de la grande agence de pub Publicis, que tout le monde connaît, voilà, qui est une magnifique agence de pub. Et moi, je suis fils de publicitaire, et comme un publicitaire des années 80-90, j'avoue une espèce de fascination puérile pour les États-Unis, mais parce que je trouve certaines choses aux États-Unis dont on a tendance à perdre le goût en France, et notamment une certaine liberté, une certaine énergie qui nous ferait du bien, plutôt que d'être obsédés par nos circuits courts et notre télétravail. Ils font du télétravail aussi, je suis sûr. Hein? Ils font du télétravail aussi. Parce qu'ils sont contaminés par nos idées. Ah, vous pensez que ça vient de nous? Bien sûr, ils se laissent, c'est les nouvelles générations. Est-ce que vous avez une sardouite aiguë? C'est-à-dire, est-ce que vous haïssez cette époque? Non, je considère comme un des plus grands moments de radio et de télévision l'interview de Michel Sardou, où en lunettes noires, qu'il garde dans le studio, il explique qu'il hait cette époque. Avec une voix et on lui dit ah bon, mais qu'est-ce qui vous plaît pas dans cette époque? Il répond tout. Je pense qu'on vit un peu quand même un temps de rétrécissement des libertés. Vous savez, j'ai lu par exemple récemment le dernier livre de Yasmina Reza. Ça va rejoindre le début de l'interview. Et Yasmina Reza, dans son dernier livre, fait des récits d'audience pénale. Et elle raconte notamment une audience à la cour d'assises où la cour juge un triple assassinat. Et la présidente de la Cour ne veut pas un mot plus haut que l'autre. Elle tient absolument à ce que l'audience se déroule de manière sereine et que surtout personne ne s'énerve et que surtout personne ne s'invective. Et donc elle juge un triple assassinat, c'est-à-dire un fait d'une violence énorme, comme si c'était une émission de recettes de cuisine, si vous voulez. Et ça, c'est tout à fait notre époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un temps que moi j'appelle par exemple l'extrême-centrisme, c'est-à-dire il ne faut pas un mot plus haut que l'autre, il ne faut pas de critiques trop tranchées, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas d'opinion trop prononcée. On vit un espèce d'affadissement un peu. Et je pense que ça n'est pas forcément une bonne chose. C'est une fausse bonne chose. Ça a l'air bien et en fait je pense que ça nous ramollit. Vous êtes sûr de ça ? On dit que la France insoumise bordélise et va toujours plus loin dans ses propos, que le Rassemblement national monte parce que justement il dit les choses et qu'au contraire, on ne s'affadit pas et on va de plus en plus loin dans les propos qui peuvent être violents. Je pense que la réaction à cet affadissement, c'est effectivement, en tout cas, trouve un exutoire politique dans des extrêmes, justement. Et je pense que c'est parce qu'il y a cette espèce d'autoritarisme intellectuel, ce côté ne protestez pas, ne faites pas de vagues, ne vous énervez pas, ne pensez pas trop fort, ne travaillez pas trop non plus, etc., que les gens saturent et qui finissent par voter pour des extrêmes. Dans l'enthousiasme que suscite Bardella, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie qu'on arrête de les emmerder avec leur masculinité, leur consommation de viande, leur 4x4, etc., etc. Je pense que c'est au contraire un symptôme de ce que je décris. Il est là, regardez le livre de Yasmina Reza dont je vous parlais. J'en profite pour le signaler à nos téléspectateurs, un excellent livre récit de certains faits. C'est remarquable, effectivement, la vitalité de notre littérature. Un livre pour votre photo officielle de président de la République. Vous savez, juste ici, comme ça, comme Emmanuel Macron. Ouais. Ou même Sarkozy qui posait devant une bibliothèque. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être? Quelque chose de très français. Qui vous représente surtout. Oui, bah non, mais non, il faut quelque chose qui représente la France. Donc moi, qui représente vos idées aussi. Bon, pour un président, il faut Victor Hugo. Donc peu importe le livre de Victor Hugo, peut-être ses poèmes, peut-être Les Misérables, peut-être... peu importe le livre, à mon avis, il faut un livre de Victor Hugo. Pour moi, c'est l'auteur à lire pour un homme d'État français. C'est celui vers lequel se tourner parce que c'est là où il y a le plus d'empathie et de sensibilité pour le peuple français. Donc
Voilà, moi je répondrais Victor Hugo. On y va? Allez. J'ai ceci. Ouais, très bel objet. Ouais. Le grand amour. Alors faut dire, j'ai pas pu le finir parce que je l'ai reçu hier soir tard. Ah bon, comment ça se fait? Parce que je l'ai pas reçu assez vite. D'accord, je me plaindrai. Voilà. Donc je préfère vous le dire. Voilà, j'ai bien avancé, mais j'ai pas pu le finir. La fin est très importante pour toi. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez l'honnêteté, vous le faisiez vous quand vous étiez à la télé de dire que vous n'aviez pas fini le livre? Non, bien sûr que non, mais en même temps, certains livres étaient tellement illisibles que ça aurait été me sadiser, me faire du mal que de les lire en entier. Donc non, mais la technique, tout le monde la connaît, vous cornez le livre et vous... Et vous faites comme s'il avait été lu. Il y a beaucoup de livres que je lis en entier pour des émissions. Alors pour le coup... Mais c'est quand il le mérite, sinon je ne les lis pas en entier. C'est pas du tout pour ne pas aller au bout, parce que je vais aller au bout, je le trouve passionnant, vous écrivez extrêmement bien. Alors c'est vous sur la photo là? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites au milieu de cette prairie, au pied de cet arbre? Eh ben, je cherche le grand amour. Et en même temps, elle est bien choisie. Le grand amour. Et je le rencontre en même temps dans la nature, voilà. Enfin bon, on parlait vous me demandiez enfant, etc. C'est ce jardin du Jura, c'est toujours le même, dans lequel je rêvais de ces batailles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le grand amour, c'est en même temps aussi... vous savez, les Grecs ils utilisent le même terme pour la nature et pour Dieu, et donc pour moi l'amour c'est à la fois l'amour au sens où tout le monde l'entend, l'amour sentimental, mais c'est aussi l'amour de Dieu pour les hommes, l'amour de la nature, l'amour que la terre nous adresse et qu'on ressent en retour. C'est ça pour moi aussi, donc c'est un peu ce que j'ai voulu dire avec cette photo peut-être un peu énigmatique. Je la trouve intéressante parce qu'il y a le grand amour, et il y a aussi une trame, c'est la grande solitude. C'est soit le grand amour, soit la solitude, et il n'y a rien, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit l'un, soit l'autre? Non, je dirais pas ça. C'est ce que je ressens moi quand je vous lis. Oui, mais parce que... Grand amour ou rien, grand amour ou seul. Ça, bien sûr. J'ai toujours eu un peu de mal à comprendre les gens qui se satisfaisaient de couples sans amour. Souvent, d'ailleurs, ça tient pas, c'est horrible, ça se voit, voilà. Ce qui est vrai, c'est que ce livre, j'ai hésité par exemple à le titrer La quête d'absolu. Parce que j'ai tendance à chercher effectivement des grandes choses. Alors ça peut rendre malheureux de viser la lune tout le temps, mais je ne sais pas trop faire autrement. Donc voilà, le grand amour. Mais la grande solitude, non, je ne dirais pas ça. Quand on écrit, d'abord, on a besoin d'être seul. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai beaucoup de mal à écrire pour un livre s'il y a d'autres gens dans la pièce, parce que c'est un dialogue direct avec le lecteur. Et donc, moi, c'est un livre que j'ai écrit qui est très intime. Au moment de valider l'envoi du livre chez l'imprimeur et donc sa publication, j'étais un petit peu angoissé, donc j'ai essayé de penser à autre chose. Mais en même temps, c'est une manière pour moi de dialoguer directement avec les lecteurs, sans masque et sans retenue, pour partager avec eux ce dont je parle dans ce livre. Et c'est pour ça peut-être que ce qu'il s'en dégage, une impression de solitude ou quelque chose comme ça, c'est parce que je suis seul dans la pièce quand j'écris et je veux rencontrer l'autre dans son individualité, pas dans la multitude. Le grand amour, vous dites que vous le cherchez. Est-ce qu'il est quasiment inaccessible lorsqu'on est homosexuel? Ou beaucoup plus difficile à trouver? Ouais, je l'ai souvent pensé. D'abord, vous le découvrirez en lisant ce livre. Moi, comme Finkielkraut dit ça pour lui, et je reprends à mon compte, je suis aujourd'hui un monogame comblé. J'adore cette expression. Donc moi, je pense avoir trouvé le grand amour, en l'occurrence. Ça n'est pas l'unique propos de ce livre, ce serait très impudique, mais oui. Ça répond un peu à votre question. Donc je ne pense pas que ce soit difficile, mais que ce soit impossible, mais ce qui est vrai et dont je parle dans mon livre, et qui est à mon sens un thème pas très traité, donc je ne suis pas mécontent de l'avoir traité, c'est que
on a fait beaucoup de progrès en très peu de temps sur cette question-là, sur la question gay. Il y a un excellent livre d'ailleurs d'un auteur qui s'appelle Didier Ribon qui s'appelle « Réflexion sur la question gay », très intéressant, pour comprendre énormément de mécanismes sociaux sur la communauté gay, sur le repli communautaire de certains gays, sur beaucoup de choses comme ça. Et moi, je pense qu'à mon âge, j'ai 35 ans, je suis un peu la dernière génération qui a connu, en tout cas en France, en Occident, le rejet des homosexuels. Et c'est moi, quand j'avais 20 ans, c'était beaucoup moins simple et facile d'être gay qu'aujourd'hui pour quelqu'un qui a 20 ans. Et je ressentais, y compris parmi des milieux tout à fait soi-disant libérés, bobos, sympas, etc., je ressentais une forme de rejet. Et je ressentais aussi, et j'ai vécu aussi, c'est un des thème de mon livre, à mon avis un thème tout à fait universel celui-là, qui est celui des amours manqués. Parce que certains garçons, pour dire les choses comme elles sont, pour lesquels j'éprouvais des sentiments quand j'avais 20 ans, 18, 20 ans, 25 ans, et qui eux-mêmes, je le savais, je le sentais, je le voyais, en éprouvaient pour moi, y compris certains avec qui les choses ont pu se réaliser. En réalité, parce que la société était telle qu'elle était à ce moment-là, parce que les familles étaient telles qu'elles étaient, concrètement, comme on dit un peu vulgairement, ils n'assumaient pas. Et donc, ils restaient sagement, soi-disant, hétérosexuels, etc. Et ça a détruit, je le dis tel que je l'ai vécu, ça a, je pense, détruit certaines histoires d'amour que j'aurais pu vivre. Et donc ça, c'est un des thèmes dont je parle, parce que c'est, à mon avis, quelque chose qui a été vécu par beaucoup d'homos, de personnes homosexuelles, je ne sais pas comment dire ça. J'observe que depuis très peu de temps, ces choses-là ont changé et je vois très bien qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont aujourd'hui 18-20 ans, c'est très différent et l'acceptabilité, l'acceptation, la normalisation de ça est beaucoup plus forte qu'avant. Donc je pense que ce que vous dites était un peu vrai avant, mais moins aujourd'hui. À droite, dans votre camp politique, on récrimine souvent un possible lobby LGBT dans la société, dans les écoles. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai ? Non, c'est le cas et que ça existe. À distinguer. D'abord, je pense, ça je vais peut-être, je vous le dis sans langue de bois, je pense qu'il peut y avoir une certaine solidarité parfois, parce qu'il y a une certaine entente spontanée qui peut se faire parfois dans un certain milieu gay, parce qu'on est un peu tous dans le même bateau et j'imagine comme d'autres partagent d'autres choses. Le milieu LGBT dénoncé par ceux que vous décrivez, à mon avis, ça va plus être l'offensive de certains militants qui vont demander à ce que des drag queens lisent des contes en écriture inclusive aux enfants dans les écoles maternelles. Et ça, j'avoue que moi, je ne suis pas emballé par ce genre de projet et que je peux rejoindre, y compris la droite vendéenne, sur ce type de sujet. Je pense qu'il y a plusieurs choses à distinguer. C'est votre marque de fabrique, vous reculez devant rien, vous répondez à tout, vous avez un avis sur tout, tout le temps. Je vous ai dit, j'ai 15 ans, si ce n'est 20 ans de métier dans ce domaine. Oui, mais est-ce qu'il y a un sujet où vous n'avez pas d'avis ? Je suis surentraîné. On arrive dans un des lieux où vous vouliez qu'on aille, dans un restaurant. Chez Georges. Voilà, déjà, regardez la devanture. C'est totalement vintage. C'est totalement vintage. Et alors, par contre, c'est recommandé par tous les guides. Donc, par le Figaro, d'ailleurs. Je n'emmène pas le lecteur même par le Figaroscope, donc je n'emmène pas le lecteur du Figaro dans une adresse bidon, loin de là. Nous arrivons dans un restaurant qui s'appelle Chez Georges, qui est un restaurant que j'aime bien à Paris, parce que ça n'est pas un restaurant où l'on mange des graines et du tofu. C'est un restaurant où l'on mange des frites, de la viande, des rillettes, dans une ambiance joyeuse
et braillarde, et donc je trouve cette adresse très sympa. Camarades, c'est sympa de nous accueillir. On prend pas trop de place. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va? C'est pas gênant ou pas? Jean-Gabriel, qui est le taulier de cet établissement remarquable. Est-ce qu'on boit quelque chose? On a le droit ou pas? Ah oui, on a le droit. Ouais. Du vin, non? Ouais. Vin rouge? Non? Allez, on fait ça. Vous êtes un bon vivant coûte que coûte. J'en prends un peu, hein, c'est pas gênant. Bah non, pas du tout. J'ai vu que Frédéric Tadei vous avait emmené manger du caviar, il s'est fait On est plaisir. sur un autre genre. Oui, un bon vivant coûte que coûte, oui. Pourquoi pas? Vous n'avez pas envie de vous essayer au véganisme, par exemple? Non. Je préfère des adresses et des cuisines plus authentiques, c'est vrai. Je pense simplement que la punition idéologique n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, je suis pour prendre des mesures qui aient un vrai impact. Si c'est pour prendre des mesures qui en fait visent juste à embêter les gens mais sans bénéfice, ça me paraît absurde. Si vous habitez à la campagne et que vous n'avez plus le droit de faire du feu dans la cheminée, en ville aussi d'ailleurs, mais bon, vous êtes atteint dans votre liberté. Si vous surpayez un billet d'avion parce que des militants énervés ont décidé d'édicter des taxes, je vous le dis comme je le pense, juste pour faire chier les riches ou juste pour faire chier les gens qui prennent l'avion, et ben à ce moment-là, vous êtes entravé dans votre liberté. Donc, je suis contre les entraves à la liberté. La liberté, vous en parlez tout le temps. C'est un mot que vous avez tout le temps à la bouche. Oui. C'est la valeur la plus importante. Bien sûr, mais bien sûr, et toutes les sociétés qui ont poursuivi prioritairement d'autres valeurs que la liberté ont été des sociétés malheureuses. Là, c'est tout l'exemple du XXe siècle. En URSS, on poursuivait l'égalité comme objectif suprême, et ça a été la torpeur et la désolation la plus absolue. Aux États-Unis, dont on parlait tout à l'heure, on poursuit la liberté, et bon an, mal an, c'est une société prospère, où les gens sont beaucoup plus... où globalement, les gens sont beaucoup plus riches que nous, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, moi, je pense que pour moi, c'est la valeur sainte, c'est la valeur de départ. Après, on peut lui donner des définitions. Oui, parce que la liberté jusqu'où, si vous voulez, elle ne peut pas être sans limite. On peut lui donner des versions différentes, des définitions variées. Moi, je suis pour une définition très basse de plafond de la liberté. Je pense que la liberté, elle est très basique, elle est de foutre la paix aux gens. On fout la paix aux gens, on les laisse créer leur boîte, percevoir leur salaire, faire ce qu'ils veulent, on les laisse vivre. On n'a pas parlé directement, mais fondamentalement, votre but dans la vie, votre objectif dans la vie, c'est d'être un homme politique. À long terme, oui. Après, à long terme, mais en même temps, ce qui est terrible, c'est que, mais j'ai de la chance en même temps. J'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais comme avocat. J'adore ce que je fais dans les médias. Je suis pas non plus pressé. Oui. Et c'est là que je veux en venir. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est que je suis pas pressé de rentrer dans un système où, en fait, maintenant, la politique, c'est devenu un truc très sacrificiel. Vous êtes suspecté de tout, vous êtes moqué en permanence partout, vous êtes perquisitionné à 6 heures du matin, votre vie privée est étalée sur des boucles WhatsApp, et en plus de ça, dans l'ensemble, vous n'êtes pas toujours bien payé. Du coup, vous vous rattrapez, moi je pense qu'il faut tous les supprimer, sur des avantages en nature d'un autre temps, le chauffeur, le logement de fonction, le titre ronflant. Vous êtes là, vous accrochez à votre mandat. C'est pas Jojo la politique aujourd'hui, ça fait pas envie, ça fait pas rêver. Même si je reconnais qu'à long terme, effectivement, si je ne tente pas la politique, j'aurais l'impression d'avoir raté quelque chose. Mon idée, c'est que la France a besoin de vous, d'un programme thatcherien. Je pense effectivement qu'on est un pays qui ne travaille pas assez, qui est trop accro à la dépense publique, qui prélève trop d'impôts, qui entrave trop les libertés des gens,
et qui ne se bat plus pour être un grand pays, respecté dans le monde et avec de l'innovation, de l'excellence, de l'ambition. Vous dites que vous-même, dans votre livre, que quand vous avez de l'argent, vous desséchez, vous ramollissez. Est-ce que vous trouvez, et la suite logique, c'est que si on est trop assisté, on ne crée rien. Vous trouvez qu'on est trop assisté? Est-ce que c'est vrai, ça? Assisté, je ne sais pas si c'est le terme. Je pense que on a eu tendance un peu à perdre le goût du travail, à diaboliser le travail, qu'on est un peu miné par un manque d'ambition, franchement. Je pense qu'on a eu tendance à se ratatiner alors qu'on est un peuple de conquête, un peuple de grandeur, un peuple de résistance. Et donc moi, je ne comprends pas pourquoi on est là avec nos 4 jours par semaine, notre semaine de 4 jours, et notre télétravail. Je pense qu'on doit se retrousser les manches, sinon, qu'est-ce qui se passera sinon? Ça continuera pas comme ça. Ce qui se passera tout simplement, c'est qu'on passera sous domination chinoise définitive. Vous trouvez que la France est très écoutée sur la scène internationale? Vous trouvez que sur le conflit en Israël, on a été particulièrement entendu? J'ai du mal à saisir le rapport. C'est tout simple, c'est que quand on est un grand pays, dynamique économiquement, conquérant sur le plan culturel, commercial, quand on est un pays diplomatique, quand on est un pays ambitieux, on finit par être un peu plus écouté. Et d'ailleurs, je pense que les Français votent plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand ils votent Sarkozy en 2007, c'est quand même un peu pour renouer avec une forme de prospérité économique. Ils votent pour le modèle américain, en réalité. Quand ils votent Sarkozy 2007, ils votent pour le modèle américain. Après, comme c'est un peuple qui a soif de justice, ils votent pour Hollande parce qu'il y a un moment où Sarkozy, ils en ont marre, etc. Quand ils votent Macron, ils votent quand même pour un banquier, officiellement quand même assez libéral, et qui rendrait jaloux tout homme de plus de 25 ans. En gros, quand même, Macron, beau gosse, brillant, président de la République à 39 ans, c'est un peu agaçant pour beaucoup de gens. Ils votent quand même pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent envoyer le message au monde que la France est encore dans le game, qu'elle entend encore se battre, qu'elle a encore de la jeunesse, du dynamisme, qu'elle n'est pas contre l'économie, etc. Moi, si un jour je dois retrouver l'engagement politique, ce sera pour essayer de libérer ce potentiel. En étant thatchérien. Oui, on en a besoin. Et ça, c'est pas facile à vendre aux Français. On est le pays le plus taxé du monde. Vous croyez que vous pouvez vous faire élire en proposant un programme thatchérien? Fillon a failli être au second tour. Hein. Comment vous êtes retrouvé à la télé, en fait? Enfin, ou à la radio? Quand j'avais 18 ans, travailler me démangeait. J'adorais la presse déjà. Et j'ai créé un petit magazine. Ce petit magazine m'a valu un portrait dans la presse et ça m'a valu l'attention d'un producteur de télévision qui était en quête de jeunes de nouvelles personnes, de nouveaux chroniqueurs pour certaines émissions, etc. Et j'ai fait mes premières émissions comme ça. La confiance en soi qu'il faut avoir pour se trouver légitime à raconter des choses quand on n'a rien fait d'une certaine manière. À l'époque, j'étais très anxieux. À l'époque, j'avais une confiance en moi faible. J'avais peur sur les plateaux, etc. Vous pouvez peut-être l'avouer maintenant. Vous aviez envie d'être connu. On vous voit à la télé. Oui, peut-être. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Il y a plein d'émissions que j'ai refusées aussi. Encore aujourd'hui. Et pourquoi les grandes gueules, c'est là où vous amusez le plus? Il y en a plein que je refuse. Les grandes gueules, j'adore. Il y a une bonne ambiance, il y a une bienveillance mutuelle. Il faut de la bienveillance. Quand j'étais chez Ruquier, On n'est pas couché. Oui, on va y venir. Je voisinais avec Christine Angot. Là, je peux vous dire, il n'y avait pas de bienveillance. Il y avait à peu près la bienveillance qu'a le tueur pour sa victime. Racontez-moi le début. Comment il vient vous chercher? C'est Yann Moix, mon prédécesseur à cette émission,
qui m'a mis le pied à l'étrier et qui a amicalement suggéré à Ruquier que je pourrais peut-être être un successeur pas mal pour lui. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que vous étiez prêt pour ça? Peut-être pas. Je vais vous dire très sincèrement, si on se parle très sincèrement, je pense que je serais plus prêt aujourd'hui qu'à l'époque. J'étais peut-être un peu jeune, j'avais 29 ans. J'avais peut-être pas fait suffisamment de choses dans ce monde-là et je me suis peut-être un peu laissé intimider à ma façon par la production, par Angot, par l'hystérie générale. Et c'est sûr que si je le faisais aujourd'hui, je le ferais très différemment. Mais je pense, franchement, je vous le dis froidement, et on s'en fout d'ailleurs, j'étais trop jeune. En fait, j'étais trop jeune pour cette émission-là. Combien on vous doit? Pour la République. Ouais. Ah bah c'est génial. C'est très gentil, merci beaucoup. On est bien accueillis. C'est bien un des rares libertaires. Ah, vous voyez que mon programme a de l'avenir. Attendez, c'est moi ou il pleut moins? Vous avez eu une chance d'intégrer le gouvernement Barnier ou pas? Non, pas Non, du mais en tout. vrai. Non, mais comme je vous l'ai dit, moi, je ne veux pas... Non, alors mais c'est marrant, en vrai... mais Charles, c'est honnêtement, depuis qu'on se parle tout à l'heure, les seuls moments où vous me faites de la langue de bois, c'est quand on parle un peu politique. Mais non, c'est pas de la langue Sinon, de bois. vous allez sur tous les Mais sujets non, sans aucun c'est problème, pas du tout vous de la langue balancez. de bois. Vous vous rendez pas compte. Moi, j'ai 50 000 trucs à faire. Regardez, on a commencé cette émission en retard parce que j'étais en train de finir un truc pour mon cabinet. Honnêtement, pas tout de suite. Voilà. Et je vais même vous dire une chose très sincère. C'est qu'effectivement, je connais bien Michel Barnier. Je l'aime énormément. Mais alors, vous êtes proche de lui? Je pense que c'est un homme remarquable. Évidemment que s'il m'avait proposé quelque chose, si c'était pas un truc, s'il m'avait proposé quelque chose qu'il aurait jugé sensé, je l'aurais accepté. Je ne suis pas néanmoins d'accord avec toutes ces options. Je pense que je suis plus libéral que lui, donc je ne m'interdis pas du tout de dire tout ce que je pense de la politique qu'il conduit, mais je pense qu'à titre individuel, Barnier, c'est quelqu'un de très très bien. Je vous le dis comme je pense. Est-ce qu'il a une chance de faire quoi que ce soit? On vous y croyez vraiment? On verra, ça je sais pas. Mais je pense en tout cas que c'est la bonne personne pour le moment qu'on traverse. Et je dis pas ça tout le temps de tout le monde, et notamment par exemple son gouvernement. Je suis pas sûr de tous les profils qu'il a sélectionnés. Et son ministre Retailleau, vous le connaissez? Alors Retailleau, je le connais aussi. Je sais, je les connais tous, les hommes politiques. Mais le connaître personnellement. J'en connais plein. Oui, non, je connais personnellement. Je pense que c'est quelqu'un honnêtement d'assez droit, d'assez fiable et d'assez franc. Ce qui est rare dans la politique. Vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas francs du tout. Mais typiquement, moi, je ne me sens pas de la même droite que lui. C'est-à-dire, honnêtement, aujourd'hui, il y a un consensus quand même de tous les Français sur les chevaux de bataille de Retailleau. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Enfin, en tout cas, il y a une majorité de Français qui considèrent qu'il faut mieux réguler l'immigration et être plus ferme sur la sécurité. Franchement, vous trouverez peu de gens qui vous diront autre chose. Donc moi, Retailleau, j'ai rien contre. Je n'ai pas été choqué par ses déclarations, honnêtement. Justement, j'allais y venir. Vous, l'avocat, ces déclarations sur l'état de droit. Ils sont là, chouinés tous. Honnêtement, je vous le dis comme je le pense, ça ne m'a pas choqué. Alors, ça ne vous a pas choqué, vous êtes d'accord? Mais les deux, voilà, je vous dis clairement, ça ne m'a pas choqué et en plus je suis d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. C'est que, certes, c'est vrai, je suis avocat, pénaliste, etc. Je vois bien, par exemple, sur la question de l'immigration, qu'effectivement aujourd'hui, certaines normes nous empêchent de réguler l'immigration, de la contrôler et de la réguler. Je ne suis pas pour l'immigration zéro, mais je pense qu'un pays doit pouvoir par exemple, expulser de son territoire les étrangers qui y commettent des crimes et des délits. C'est quand même pas la lune. Mais c'est l'état de droit qui empêche cela? Non, alors, moi, ça, la question. Parce que si on est de bonne foi, ce qu'a dit Retailleau, il l'a dit comme ça, peut-être un peu par provocation, parce que sous ses airs policés, il est malin comme tout. Donc, je pense que ce qu'il a dit sous des airs policés, c'est que aujourd'hui, l'état du droit rend impossible pour l'État de contrôler l'immigration. Franchement, il n'a pas eu tort là-dessus. Je pense qu'il faut
donner la possibilité à la France de contrôler son immigration, ou alors on laissera l'extrême droite arriver au pouvoir. Et elle le fera, ça. Donc il faut être lucide là-dessus. Moi, je suis sans tabou là-dessus. L'extrême droite qui arrive au pouvoir. Est-ce que Marine Le Pen a un vrai projet? Est-ce que vous sentez un projet chez Marine Le Pen? Non, je sens, là aussi je vous parle sans langue de bois, moi je pense que Marine Le Pen, d'abord, je ne lui sens pas une volonté très profonde de devenir présidente de la République. Ça, c'est mon ressenti personnel. Alors, on s'en fout un peu, mais je vous le dis, voilà, exactement. Je fais un peu de la psychologie de comptoir. J'ai déjà débattu avec elle, je l'ai rencontrée, je lis tout ce qui s'écrit sur la politique, donc voilà. Je la sens pas très motivée, honnêtement. Alors, elle peut gagner malgré elle. Hein. Honnêtement, elle a un petit côté bobo de droite, assez à gauche sur pas mal de sujets. Et donc, son projet à elle est un projet qui, je pense, en plus, à mon sens, à moi, n'est pas le bon pour la France. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre les parapluies déjà. Ouais. Ce palais de justice, voilà. Il est si triste aujourd'hui, un peu triste. Mais c'est toujours triste un palais de justice. Ah bon? Un palais de justice, c'est comme un hôpital. Il s'y passe rarement des choses très joyeuses. Moi, j'ai travaillé dans ce palais. Vous savez ce qu'on va faire? On va s'installer, on va se mettre ici. Non, mais attendez, il va pleuvoir. Oui, on ne peut pas se mettre dedans, c'est ça le problème avec la caméra, on les a pas prévenus. On peut leur demander, non, mais je vais leur demander. Allez. C'est pas une terrasse, c'est une piscine, mais là c'est un peu mieux. Voilà. On va se mettre sur le banc et au banc de la société. On est au banc de la société, voilà. On est comme un prévenu. Venez à côté de moi. On est comme un prévenu au correctionnel. Non, ce palais... c'est notre chauffeur. Ah, parce qu'il rentre au commissariat. Ce palais, moi je suis pas contre, tiens je vais vous surprendre, je pense que la solennité des vieilles salles d'audience, la pompe, avait pour effet de justifier des décisions d'arrière-garde, c'est-à-dire que la solennité moyenâgeuse des cours d'assises et des salles d'audience du Vieux Palais. Tiens, qu'est-ce qu'ils font les policiers? Ils reviennent nous voir. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Ah non, peut-être qu'ils changent de chemin, c'est pas pour nous. Bonjour. Ils s'en foutent de nous. Ils vont procéder à l'interpellation de notre chauffeur. Ça va être une expérience immersive de l'interview à la garde à vue, de la garde à vue à la comparution immédiate, de la comparution immédiate à la détention. Restez avec nous. La France de Retailleau. Dans un instant, sur le site du Figaro, vivez en direct la politique répressive du nouveau ministre de l'Intérieur, en direct de l'île de la Cité. Non. Bonjour monsieur. Bonsoir merci. Monsieur. Les vieilles salles d'audience, à mon sens, elles contribuaient à prendre des décisions très dures. Alors que dans le nouveau palais, qui est designé un peu comme un aéroport, bah au moins il y a un côté un peu moderne qui incite peut-être le magistrat à prendre des décisions modernes. Donc moi j'ai rien contre le nouveau palais, mais l'ancien, vous savez, il y a encore la cour d'appel, la cour d'assises, la cour de cassation, donc il est encore tout à fait vivant. Santé. La justice de notre pays, elle est dans quel état? Est-ce que vous allez me dire qu'elle est catastrophique? Vous aussi? Ouais, honnêtement elle est catastrophique. Honnêtement elle est très submergée. Les juges sont parfois fous. Débat sur plein de dossiers. Ils prennent maintenant des décisions d'une sévérité qui n'a pas de sens. Ils sont de plus en plus rétifs aux arguments de la défense. Pas tous, hein, il y a des juges excellents. Et la justice, elle est très submergée. Elle a trop de dossiers à gérer. Elle n'a pas assez de monde pour les gérer. À mon avis, pas pour les juges, mais pour beaucoup, il y a du travail à faire sur le temps de travail. Vous me permettrez de revenir sur ma marotte, mais quand je viens faire une demande d'acte à 16h45 devant un guichet qui ferme à 17h et qu'il est déjà fermé, quand c'est pas 16h30,
ça m'agace. Donc là, on en revient à Margaret Thatcher, mais sinon les jugeux, ils bossent, il faut dire les choses. Moi, j'ai vu ça de l'intérieur. Il y a beaucoup de cas dans lesquels les délais sont tels qu'on peut considérer qu'il n'y a plus de justice du tout. J'ai un collègue du Figaro tout à l'heure qui je lui dis tiens, je reçois Consigny ce soir. Il me dit ah, tiens, je l'ai vu plaider en comparution immédiate un jour. Quand il est dans le prétoire, c'est un homme de gauche. Est-ce que quand vous êtes un avocat dans le prétoire, vous êtes obligé de jouer l'homme de gauche? Non, ça vous y dépend. croyez vraiment? Non, mais... Et je vous ai même entendu dire un jour, moi sur les questions politiques de justice, je suis Taubira. Oui, pourquoi Taubira? Parce que je pense que ça sert à rien le bête et méchant. Quand vous défendez les gens, vous voyez bien, pour le coup, c'est vrai, vous comprenez que ce qui amène quelqu'un devant un tribunal correctionnel, ça n'est pas que son libre arbitre. Ça n'est pas que la décision individuelle de quelqu'un qui fait qu'il va se rendre coupable de faits punis par la loi. C'est quand même beaucoup l'endroit où il grandit, le cadre dans lequel il grandit. Vous savez, en fait, quand on est avocat, on fait du micro, on est sur des individus. Quand on fait de la politique, on est sur du macro, on est sur des politiques globales. Je pense qu'à l'échelle macro, en matière de justice pénale, il faut être de droite, et qu'à l'échelle micro, on n'a pas tellement d'autre choix que d'être de gauche. Vous dites, vous m'avez cité Bret Easton Ellis, et vous me dites dans le livre qu'en le rencontrant, bah, finalement, il est un peu décevant. Non, tous les auteurs sont comme ça. Vous savez, oui. Par exemple, j'ai déjà eu la chance de croiser une fois Michel Houellebecq, qui est un écrivain pour lequel j'ai une admiration énorme. Vous croisez Michel Houellebecq en société, il ne fait pas un effort social surhumain. Oui, je ne suis pas très surpris là. Mais de ce que vous me pourquoi? dites. Parce qu'il se réserve pour ses livres. Et Bret Easton Ellis, honnêtement, pourquoi j'ai été d'autant plus bluffé par son dernier livre qui s'appelle Les Éclats, qui est vraiment, à mon sens, un chef-d'œuvre absolu. Je l'ai rencontré à son hôtel pour l'interviewer, qui était pour moi un prétexte, puisque je n'ai même pas publié l'interview. Je voulais juste le rencontrer. Il était en jogging de la tête aux pieds, déjà. Bon, ça, c'est un truc d'américain. Vautré comme une grosse limace sur sa banquette. Il a fait aucun effort. Il n'en avait rien à foutre. Alors évidemment, je ne suis pas Oprah Winfrey. Donc, bon. Mais je ne pense pas qu'il aurait fait beaucoup plus d'efforts. Parce que les grands écrivains, ils mettent tellement dans leurs livres que l'énergie, ils la gardent pour ça. Alors avec qui vous rêveriez de passer 2 heures? Et là, vous vous dites, par lui, je ne serais pas déçu. Je vous ai dit que j'étais un monogame comblé, donc l'objet de mon grand amour, Oui. pour moi, il n'y a pas mieux que de passer 2 heures avec. D'accord. Bah alors une rencontre. Permettrait oui, ce préambule. Finalement, est-ce que ce ne serait pas la meilleure Ensuite, réponse? Bon, si. Alors, ensuite. on pourrait s'arrêter là, Ouais, si vous c'est vrai. voulez. J'ai quand même envie de savoir à quelle personnalité vous émerveille au alors, point. je vais peut-être vous décevoir. Enfin, vous allez penser que c'est de la langue de bois, mais par exemple, spontanément, ce qui peut me venir, mais vous allez penser que c'est de la langue de bois, mais moi, je trouve que Marguerite Duras était quelqu'un Pourquoi de la langue de bois? de tellement brillant et de tellement spécial. Bon, après, quand même, si vous me permettez d'être cucu une seconde, j'ai perdu une petite sœur, donc si je pouvais passer 2 heures avec elle, voilà. Et ensuite, il y en a plein, il y en a tellement. Il y en a tellement. Bon, voilà. Moi, je vous répondrai c'est bien, Marguerite ça. Duras. Voilà. Votre grand amour et votre sœur. Ben Ce ouais. serait bien, ça, tous les 4. Je pense qu'on passerait une super soirée, effectivement. Merci Charles Consigny. Merci beaucoup, Thibaut. Merci de nous avoir fait découvrir votre Paris avec du restaurant, on mange, du palais de justice, des dossiers. Je suis L'Amérique. désolé, en vrai, j'ai pas bien bossé parce que je n'ai pas mesuré que mon bureau et le palais de justice, il y avait une...